Bienvenue à la révision de la 4e session du cycle de méditation de pleine conscience, le cycle MBSR. Je vous invite à prendre place et à venir fermer les yeux. Sentir votre corps, les points d'ancrage. Sentir votre souffle et la façon dont vous respirez là maintenant. Prendre conscience de votre état émotionnel, de ce qui vous habite. Prendre conscience de vos pensées, de ce qui est présent dans votre paysage mental. En cet instant. Inspirez, expirez doucement. Vous êtes présent à votre corps, présent à votre souffle. Vous pouvez élargir le champ de la conscience à la perception des sons qui sont tout autour de vous. Et les sons qui sont à l'intérieur de vous. Vous goûtez le paysage sonore. Tout en restant en lien avec votre corps et votre souffle. Expirez, sur une inspiration, vous ouvrez les yeux. Cette séance est une séance charnière dans le cycle, une sorte de point de bascule. À partir de là, nous allons commencer à investiguer la cause de la souffrance. Jusqu'à présent, nous avons été dans reconnaître ce qui est là, dans nos sens, dans le feeling tone, accepter, accueillir que l'expérience soit agréable, désagréable ou neutre, rester en lien avec l'expérience, rester dans le présent sans le fuir ou le rejeter, grâce à la respiration, grâce simplement au fait de reconnaître cette expérience. Et nous allons à présent commencer à glisser vers ce qu'on appelle l'investigation. Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans pour moi ? C'est parce que nous avons ce pas de recul lié à la compréhension de ces mécanismes que l'on a observés que l'on peut aller un peu plus en profondeur, remonter à la racine et comprendre pourquoi nous avons ces réactions, pourquoi nous avons ces comportements, ces pensées. Je reviendrai sur cette part d'investigation. Avec la 4e séance, nous commençons aussi à étendre le champ de la conscience, à percevoir simultanément ce qui est de l'ordre des sensations physiques du corps, avec le souffle, et également à ouvrir aux autres sons, le sens sonore notamment. Vous pouvez aussi faire l'expérience du sens visuel et commencer à ouvrir les yeux dans vos méditations. Ça va être une des premières proposition d'approfondissement de la pratique que je vais vous suggérer, d'ouvrir les yeux. Lorsqu'on ouvre les yeux, on capte beaucoup plus d'informations et donc on est amené beaucoup plus à sortir de notre concentration. N'oubliez pas que la méditation est un entraînement pour que l'on puisse diffuser dans la vie quotidienne les perles de sagesse que nous avons intégrées pendant ces moments d'assises formelles.
L'objectif ultime, on va dire, il est de vivre. Il n'est pas de rester assis sur son coussin, coupé du monde, complètement protégé. Il est de pouvoir intégrer les forces que l'on a acquises et développées dans la pratique formelle pour les diffuser dans notre vie quotidienne. Donc lorsqu'on ferme les yeux au départ, c'est simplement que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans son intériorité, de trouver un état de calme repos, en se coupant des stimuli extérieurs. À un moment donné, au bout de 3 semaines de pratique, et peut-être davantage aussi, vous commencez à construire vos forces. Vous commencez à développer une capacité à être concentré, à rester sur un objet d'attention, comme par exemple le souffle, même si l'expérience est difficile, même s'il y a des stimuli extérieurs qui essayent de vous attirer, de vous déconcentrer. Donc commencez à faire l'expérience d'ouvrir les yeux. Au départ, on peut laisser les yeux sur le sol, le regard, voyez, à demi ouvert, les yeux mi-clos. On voit souvent des images du Bouddha comme ça, où il a les yeux un tout petit peu ouverts, parce qu'on laisse rentrer la lumière, un peu de stimuli, mais pas trop non plus. Donc ça, c'est la première expérience, les yeux sur le sol. Progressivement, vous pouvez lever le regard. Amusez-vous, entraînez-vous. À un moment donné, quand vous sentez que vous avez une assise avec du calme, que votre mental est plutôt apaisé, vous êtes en lien avec votre corps, c'est le moment d'essayer d'explorer. Tiens, et si j'ouvrais les yeux? Lorsqu'on regarde ce qui est autour de nous, chaque objet qui nous entoure est comme un événement, comme une pensée qui pourrait nous attirer dans son histoire. C'est extrêmement facile de commencer à voir, pour moi en ce moment, une feuille, un oiseau, un animal, et de commencer à avoir des pensées qui viennent comme des poupées russes, s'enchevêtrer autour de ce que je vois. Regardez sans me perdre dans le sens visuel. Regardez sans projeter le regard. C'est une pratique en soi qui est vraiment passionnante à explorer. Regardez sans mettre une étiquette. C'est l'entraînement de la non-réactivité. Cette façon de regarder est très proche de la façon qu'ont les dessinateurs de regarder un paysage. Lorsqu'on dessine ce qui est en face de nous, on le regarde autrement. On ne va pas projeter son regard sur, on se laisse impressionner par. C'est-à-dire qu'on ouvre un champ d'accueil pour que ce qui est en face de moi puisse venir se déposer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ne soyez plus en train de regarder, mais vous êtes regardé. Dans ce cas-là, quand vous devenez un élément parmi d'autres, tout ce qui est autour de vous, le vivant comme le non-vivant, vous êtes dans cet état de méditation, de calme repos, non réactif, présent avec. Et non plus dans cet état de contrôle, j'agis sur le monde, j'agis sur mon environnement extérieur. Donc nous commençons à étendre le champ de la conscience, à avoir la présence des autres sens. L'invitation de l'approfondissement, il est autour du sens visuel pour cette semaine. Et à tout moment, lorsque vous essayez ces explorations, que vous sentez que vous commencez à partir dans des rêveries ou que votre mental est plus agité, on recentre le corps, le souffle.
Vous pouvez à présent commencer à voir ces mouvements d'expansion, concentration. Je suis dans le corps, un petit endroit du corps, les mains sur les genoux, la présence du corps tout entier. J'ouvre le souffle qui circule ou le souffle dans un tout petit endroit. J'ouvre encore les sons, j'ouvre encore le sens visuel et je resserre. Voilà, c'est sans que ce soit une rupture franche, c'est vraiment une histoire de ouvrir, fermer le champ de la conscience selon l'état dans lequel vous êtes. Plus votre calme mental est présent, plus votre corps est détendu et posé dans la méditation, plus vous allez pouvoir faire l'expérience de l'expansion du champ de conscience. Et continuez, si vous le souhaitez, si vous sentez que c'est possible pour vous, continuez à ajouter des perceptions simultanées, ensemble. Une autre thématique qui est au cœur de cette 4e séance, c'est la notion de temps dans la transformation. Les transformations ne sont pas spectaculaires, on l'a déjà vu, on en a parlé la semaine dernière, elles sont dans l'anodin, mais elles sont aussi parfois souterraines. C'est-à-dire que vous pratiquez déjà régulièrement depuis quelques semaines maintenant, et peut-être n'avez-vous pas la sensation d'avoir amélioré telle ou telle chose pour laquelle vous étiez venu au départ, à l'origine, pour suivre ce cycle. En revanche, peut-être aussi faites-vous l'expérience de situations où vous vous dites « Tiens, là, j'ai réagi comme ça, avant, j'aurais réagi avec plus de colère, d'anxiété. » Et la transformation n'est peut-être pas là où vous l'attendiez. C'est important d'accueillir chacun de ces petits pas que vous faites quand vous voyez qu'ils se manifestent, même s'ils ne sont pas là où vous vouliez. Il y a un processus qui est à l'œuvre en vous, qui est en place, même s'il est inconscient ou souterrain, et qui va se révéler à certains moments, parfois inattendus dans l'expérience. Il y a une phrase de Jack Canfield que j'aime beaucoup, qui dit « Chacun d'entre nous, à son rythme, s'éveille ». Voilà, donc c'est une façon de lâcher prise dans ses attentes. La seule chose que vous ayez à faire comme prise de décision, c'est celle de vous consacrer quelques moments, quelques minutes, tous les jours, si possible, sans attendre de résultats, dans la confiance d'un processus qui nous est enseigné depuis des milliers d'années, et dans la confiance d'un protocole aussi, le MBSR, qui a été enseigné à des milliers et des milliers de personnes. Les pépites ne sont pas toujours là où on les attend. Et chacun d'entre nous, à son rythme, s'éveille. Alors j'aimerais également vous rappeler, parce qu'il s'agit d'un programme de réduction du stress, les mécanismes du stress que vous connaissez sans doute, mais qu'il est toujours intéressant de se rappeler. Alors déjà le mot stress, c'est un mot latin qui veut dire resserrer. Il est important de comprendre que quel que soit notre niveau d'évolution, le stress fait partie de notre expérience parce que c'est un mécanisme d'adaptation nécessaire à la survie de l'espèce. Dès que nous percevons dans notre expérience, dans notre environnement, quelque chose qui va venir nous menacer sur le plan de la survie, nous avons automatiquement des processus d'adaptation de l'organisme avec, dans le cas d'un danger qui implique qu'il y ait une action comme de combattre, de fuir, vous connaissez les 3 réponses, combattre, fuir ou se figer. Dans les 2 premières, cela implique que l'organisme soit mobilisé rapidement. Donc nous allons avoir le cœur qui bat plus vite pour amener le sang, l'oxygène aux organes,
les pupilles qui se dilatent pour qu'on puisse voir le danger, les bronches qui se dilatent pour qu'il y ait plus d'air et que nous puissions respirer de façon plus ample dans le combat ou dans la fuite. Donc il y a tout un ensemble de réactions physiologiques de notre organisme, une production d'hormones comme l'adrénaline, qui sont les réponses du stress face à quelque chose qui pourrait nous menacer. Cela peut être un simple son que l'on entend et qui nous inquiète. Tout cela est vraiment lié à notre cerveau reptilien, donc complètement automatique. Cela peut être aussi, vous en avez sans doute fait l'expérience quand vous marchez dans la forêt, de sursauter à un moment donné parce que vous avez pris une branche d'arbre pour un serpent. Le sursaut, il est là, en court-circuitant tous les autres circuits, en court-circuitant notre cerveau émotionnel et notre cortex, donc c'est le cerveau reptilien qui se met en action, pour nous permettre d'avoir une réponse ultra rapide. Donc cette réponse de stress qui nous saisit et nous met en mouvement, elle est normale. Encore une fois, quel que soit notre degré d'évolution. Le problème du stress, il n'est pas là. Le problème du stress, il est dans la récupération. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vécu cet événement stressant, il est nécessaire de le nettoyer. C'est-à-dire de retrouver par un état de calme-repos une façon d'équilibrer ce qui nous a mis dans l'action. Il y a un petit livre que j'aime bien qui s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères ?» qui nous montre que dans la nature, les animaux ont des mécanismes qui leur permettent d'évacuer le stress lorsqu'il est vécu dans l'attaque, le combat, la fuite ou la sidération, le figement, faire le mort ou la morte. Cela peut être des tremblements, tout ce qui va permettre d'éliminer les hormones du stress. Pour nous, en tant qu'espèce humaine, c'est un peu plus compliqué. Déjà, par la nature même du stress, il peut y avoir des stress qui sont intenses et brefs, d'autres qui sont plus longs, insidieux, certains qui sont chroniques. Et le problème vient de l'accumulation et du fait que nous finissons par nous habituer. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se déplace en voiture, qui peut être stressé par les embouteillages, qu'il vit régulièrement, par le bruit, par toute une forme d'agressivité qu'il capte au volant de sa voiture. À un moment donné, il va construire sa carapace, il va se blinder, ce qui fait qu'il ne va plus être sensible de la même manière au stress. Il va anesthésier une part de lui, se couper d'une part de lui pour ne plus sentir. Et nous faisons ça régulièrement dans plein de champs différents. Une des façons dont nous avons l'impression de contrôler le stress, par exemple, c'est en venant rajouter des stimuli. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à observer. La surenchère de stimuli. Lorsque l'on peut être stressé, on peut se retrouver spontanément à venir prendre quelque chose, manger, écouter de la musique, rajouter un stimuli et lire un bouquin, par exemple, ou regarder la télé. Ces trois actions ensemble, écouter, lire, manger, sont en fait une surenchère de stimuli. C'est ce qui nous permet d'éviter le désagréable et d'avoir la sensation de gérer notre stress. Observez cela dans vos vies quand vous vous retrouvez dans un besoin de recevoir, d'être comme englouti par les stimuli extérieurs. C'est quelque chose qui a été très bien compris par les films d'action au cinéma, par le marketing d'une façon générale et tous ces endroits où il y a des commerces rassemblés, des malls par exemple, où vous allez avoir une surenchère de stimuli. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller voir un film d'action, mais commencez à avoir conscience de cette petite impulsion intérieure qui vous dit « Tiens, là, il faut que j'aille voir un film. Ça va me mettre dans un état d'oubli pendant quelques instants. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu?
Commencez à investiguer. On a tous des gestes compensatoires. Quand vous les observez, quand vous en prenez conscience, respirez tranquillement, continuez ce geste compensatoire, surtout au début. À un moment donné, vous pourrez le lâcher, mais peut-être qu'il a une nécessité. Mais regardez ce qui est derrière. Un dernier point, il y a beaucoup de façons de gérer son stress qui amènent en fait plus de souffrance. C'est le travail, la surenchère de travail. Je n'ai pas une minute à moi, je suis tellement débordée. Et c'est bien pratique, le travail. Et je peux vraiment parler en connaissance de cause parce que c'est une des raisons que j'ai beaucoup données. Le fait d'être débordé de travail nous coupe de nous-mêmes parce qu'on n'a plus une minute pour s'arrêter et être en lien avec soi. On a l'impression de gérer son stress de cette façon. La pleine conscience nous aide à embrasser l'expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, pour demeurer avec elle, avec ce pas de recul lié au souffle, pour pouvoir la contenir entièrement et commencer, l'observant avec bienveillance, sans jugement, à lui faire perdre sa charge émotionnelle en comprenant ce qui est en jeu derrière. On a également dans cette séance cette notion d'écoute profonde. L'écoute profonde, on a fait un exercice où on était en binôme, mais l'écoute profonde commence par soi déjà. Être dans le silence, regarder, écouter ce qui s'exprime, et cela ne va pas forcément s'exprimer avec des mots. Cela peut s'exprimer avec des sensations, des ressentis énergétiques, des bouts d'histoire, des émotions très fortes parfois. Alors, tout est possible, mais vous n'allez pas forcément avoir, c'est pas un dialogue comme le dialogue que l'on pourrait avoir quelqu'un. Donc vous écoutez ce qui est là en vous, vous respirez. L'écoute profonde est une méditation. Lorsqu'on est avec quelqu'un, c'est aussi un cadeau qu'on peut lui faire. Il ne s'agit pas dans cette écoute de conseiller la personne, de lui donner une solution. Il ne s'agit pas de la juger. On peut ne pas être d'accord avec la personne. On reste en lien avec soi. On reste en lien aussi avec la façon dont ce qu'elle nous partage nous affecte. Cela peut générer en nous un désaccord sur des valeurs, cela peut générer des émotions parce que ça résonne, ou parce qu'elle est en train de dire quelque chose qui vient justement appuyer sur une blessure. Donc ça ne veut pas dire qu'on est insensible et qu'on s'est coupé de nous-mêmes, on est en lien avec nous-mêmes, mais on a acquis la capacité, avec justement cette extension du champ de la conscience, on a acquis la capacité à être avec soi. Ok, je ressens ça, ok. Et avec l'autre, je l'écoute dans le silence, dans l'accueil, la bienveillance, sans intervenir dans ce que la personne me propose. Je la laisse défiler sa parole. Patauger parfois, être dans le silence aussi. N'ayez pas peur du silence. C'est elle qui chemine. Moi, je lui offre le soutien de l'écoute. C'est un cadeau immense. Je lui offre ma présence. Parfois, je ne sais pas quelles sont les aides, les solutions possibles. Ce n'est pas ce qu'elle veut. À un moment donné, elle peut vous demander « qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, vous pouvez faire part de votre opinion. Mais lorsque quelqu'un vient vous voir et vous expose une situation, et que vous vous placez dans cette posture d'écoute profonde, méditative, vous êtes dans une autre relation avec la personne, beaucoup plus intime. Vous pouvez être surpris de ce qui peut se dévoiler.
La pratique informelle de cette semaine va être dans l'attention que vous allez porter à la façon dont vous écoutez. Nous avons un peu, rappelez-vous, comme des petits jeux, proposé différentes postures d'écoute. Je vous les rappelle rapidement. Il y en a une qui est, on écoute la personne pour parler. On cherche le moindre espace de respiration où on va pouvoir l'interrompre et lui donner un conseil, lui proposer une solution. Ça part d'un très bon sentiment, ça part de l'envie d'aider. Questionner ça, cela peut être aussi parce qu'on est mal à l'aise avec les soucis de l'autre, on n'a pas du tout envie de les avoir sur nos épaules. Et plus elle a des solutions, moins elle a de problèmes et moins elle vient nous encombrer avec ses problèmes. Il peut y avoir une écoute qui est aussi parfois bénéfique, qu'on appelle une écoute active. On hoche la tête, oui, oui. Observez si vous êtes dans cette écoute-là. À chaque fois, il y a des choses qui sont intéressantes et des choses qui le sont moins. Le petit souci autour de l'écoute active, c'est que l'autre attend votre validation pour continuer son cheminement. Donc, d'une certaine façon, il se place dans « est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas ?» Et si à un moment donné, vous n'êtes plus d'accord et que vous cessez de hocher la tête, lui, au lieu d'être relié à lui-même, il est relié à la façon dont ce qu'il vous dit vient vous impacter. Observez si vous avez tendance à être dans l'écoute active qui en fait vient couper le cheminement de l'autre. Observez si vous êtes avec la personne et en même temps avec vos soucis. C'est-à-dire que ce qu'elle vous dit, ça vient faire résonner des choses en vous, ça vous ramène à vos histoires, et, ça vous fait penser à son expérience entre en fusion avec la vôtre et vous vous perdez dans la vôtre, vous n'êtes plus avec la personne. Alors, donc ces formes d'écoute où l'on n'est pas vraiment avec la personne se retrouvent dans plein de situations. Il y a beaucoup de circonstances et d'exemples que vous pouvez trouver autour de « j'écoute mais je suis ailleurs ». J'écoute mais je suis en train de penser qu'il faut que j'aille faire les courses, gérer la nounou, passer tel coup de fil parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc c'est une écoute où on n'est pas vraiment présent. Après, il y a aussi une autre écoute, donc c'est le quatrième exemple, qui est cette écoute qui est tellement empathique que vous êtes en fusion avec l'autre, perdu dans l'autre, et que vous n'êtes plus avec vous-même. Donc ce qu'il vit, vous le vivez, et cela vient vous impacter plus que cela ne devrait, puisque vous avez perdu le lien à vous. L'écoute profonde, c'est une façon de se relier autrement avec la personne, sans perdre le lien à vous. C'est une façon d'étendre le champ de la conscience, comme on l'a vu au début. Donc, cette semaine, vous avez la pratique formelle autour du sens visuel, ouvrir le champ de la conscience et explorer la vue, regarder, être regardé. Et dans la partie informelle, observer votre écoute et l'attitude du mental quand vous écoutez. Quel état d'esprit êtes-vous quand vous êtes en train de communiquer avec une personne? Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle semaine. Merci.